À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous vous transportons en République démocratique du Congo, à Kinshasa, en première partie, où nous recevons un grand monsieur, Philippe Evoloko, avec lequel nous parlons aujourd'hui d'une banque congolaise qui vole de l'argent à ses employés en fermant subitement ses portes, prétextant un cas de force majeure. Au moins 600 employés floués. Et ça se passe à Kinshasa. Et nous recevons en première partie à l'émission M. Philippe Evoloko, qui est également montréalais. En deuxième partie de l'émission, nous vous transportons en France, à Nancy plus précisément, où nous recevons M. Stéphane Chopat. M. Stéphane Chopat est un artiste assez connu, en fait, dans son milieu. Il s'intéresse beaucoup aux cultures africaines et particulièrement à l'Afrique et au Sénégal, où il travaille avec un groupe de personnes, entre autres, qui s'occupent des enfants. Alors, on va parler avec ce monsieur non seulement de sa participation, puisqu'il nous présente un collectif d'artistes musiciens, il nous présente également une chanson qu'il a interprétée en lingala, qu'il a créée même, ça s'appelle Bisengo. Et donc, voilà le contenu de cette émission de télévision. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, Madame, Monsieur, encore une fois. Rebonjour, cette fois-ci, on se rend à Kinshasa, la capitale diplomatique et politique de la République démocratique du Congo. Nous parlons avec Monsieur Philippe Evoloko. Je le précise, Monsieur Philippe Evoloko est également montréalais, puisqu'on l'a souvent vu ici à Montréal, et il est actuellement à Kinshasa. Il va nous donner quelques nouvelles, justement, de ce pays. Mais en titre, tout de suite, je vous lance donc mon titre ici de cette interview. Nous parlons aussi d'une banque congolaise qui vole de l'argent à ses employés en fermant subitement ses portes, prétextant un cas de force majeure. Au moins 600 employés sont floués. Monsieur Evoloko, bonjour, merci de votre présence. Bonjour Henri. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous vois là, tout détendu, tout beau, tout classe. Vous êtes à Kinshasa, en RDC. Exactement. Je suis au pays, on mange bio. Tout est bon. Bio. On mange bio? Bien sûr. Bien sûr. Bon? Tout est bio. Comment ça? Ah oui, on mange bio. on voit ça par votre peau. Je vais aller droit au but, Monsieur Evoloko. Une banque congolaise qui vole de l'argent à ses employés en fermant subitement ses portes, prétextant un cas de force majeure. On parle ici au moins 600 employés qui ont été floués. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, nous faire une synthèse par rapport à cette histoire? Bon, disons que la banque congolaise était une banque commerciale, une très grande banque commerciale ici au Congo qui avait... Nous parlons ici de quelle année? Plus... Vous dites été. Été, c'était parce que la banque a été liquidée en 2011, mais avant 2011, parce que la banque congolaise est un peu l'héritière de l'UZB, l'Union zaïroise de banque à l'époque. Donc nous avions au moins... Une banque privée commerciale, n'est-ce pas? D'accord. Où l'État congolais était actionnaire. Parce que quand l'UZB a fermé, tout le patrimoine immobilier de la banque UZB a été légué à l'État congolais et c'était sa part de participation dans le capital de la banque congolaise. D'accord. Donc, vers les années, nous avions 20 succursales, comme j'ai dit, et puis il y avait 600 employés dans cette banque-là. Vers les années 2007-2008, nous avions connu des difficultés de trésorerie. Et ce qui a poussé la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité de régulation du secteur bancaire, d'envoyer un expert pour voir comment ça se passe au quotidien à la banque. Cet expert est resté à la banque pendant... Ok. Là, oui, il est resté pratiquement... Là, je vous arrête, je vais vous laisser continuer. Juste pour situer, c'est mon erreur et je reconnais toujours mes erreurs quand je fais des fautes. Je vais d'abord vous demander, avant d'aller plus loin, pour bien situer nos téléspectateurs, de vous présenter. Qui est Philippe Evoloko, avant de continuer vers cette histoire de la banque? Qui êtes-vous? Ok, moi je m'appelle Philippe Evoloko. Comme vous l'avez dit, je suis un Montréalais. Ça fait de très longues années que je vis entre Montréal et Kinshasa. Et à un moment donné, j'ai été employé dans cette banque-là en tant que fondeur de pouvoir Tension 3 et j'exerçais
les fonctions de gérant d'agence. Voilà à peu près ce que je peux dire à propos de ma situation dans cette banque-là. Donc, vous connaissez très bien cette banque, n'est-ce pas? Vous étiez fondé de pouvoir et Bien sûr, gérant de parce que... succursale. Ouais. D'accord. Allez-y, Exact, continuez. exact. Voilà, suite à ces difficultés que nous avions, la Banque centrale a intervenu. Elle a envoyé un expert au sein de la banque pour accompagner la direction générale dans la gestion quotidienne de la banque. Et à la fin de sa mission, ce monsieur qui s'appelle monsieur Lebo Moupepe, il est rentré à la Banque centrale. Il a fait un rapport accablant au niveau de la Banque centrale et ça a conduit que la Banque centrale a décidé de mettre cette banque-là sous administration de la Banque centrale du Congo. On va nommer un expert, un administrateur provisoire. C'est toujours le monsieur Moupepe. Finalement, la direction de la banque a récusé Moupepe et la Banque centrale va nommer cette fois-ci monsieur Mawakani. Mawakani est venu avec un discours dans le sens nous allons redresser la banque, nous n'allons pas la fermer et voilà. Les agents étaient disposés à pouvoir travailler avec l'équipe qui est venue avec monsieur Mawakani. Malheureusement, nous avons été surpris que la Banque centrale du Congo a retiré l'agrément de la banque, l'a dissoute et finalement l'a mise en liquidation forcée. Qu'est-ce qui justifie cette décision? La décision est justifiée par le fait que la banque était mal gérée. Elle était mal gérée et vu la taille de cette banque-là, la Banque centrale avait peur qu'il puisse y avoir une contamination du secteur bancaire. Alors pourquoi cette banque a-t-elle été fermée? La banque a été fermée pour mégestion. La Banque centrale du Congo, après avoir reçu le rapport de l'expert qui était venu accompagner la direction dans la gestion quotidienne de la banque, a décidé de la fermer pour mégestion. Donc, nous parlons aussi de quelle année? Un cas de mégestion qui a poussé la Banque centrale du Congo. On a fermé la banque en 2011. En 2011, la Banque centrale va prendre la décision de la fermer. Et depuis cette époque-là, quand le liquidateur est venu pour liquider cette banque, les agents, le comité syndical au sein de la banque, nous sommes allés voir le liquidateur pour voir dans quelle mesure nous allons définir les modalités de séparation, mais il s'est avéré que le liquidateur ne voulait pas négocier avec les agents. Il a dit qu'il ne pouvait pas nous accorder des avantages que nous n'avions pas quand la banque était en fonctionnement, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir un dialogue avec les liquidateurs. Mais quelles sont les raisons, les raisons profondes qu'il a avancées pour pouvoir donner cette justification? Bon, déjà au départ, on a senti qu'il y avait une manière de pouvoir flouer les agents dès le début. Dès le début, parce que s'il était venu avec les dispositions de travailler pour les intérêts de tous les créanciers de la banque, il n'allait pas refuser de pouvoir négocier avec nous. Le fait qu'il a refusé, nous avions senti qu'il y avait des choses qu'il voulait cacher pour ne pas accepter ce dialogue-là. D'accord. Alors, comment les choses ont évolué? Alors, quant au préceptif, nous sommes allés à l'inspection du travail, nous avons déposé une plainte, les inspecteurs sont venus, ils ont essayé de nous mettre autour d'une table. Malheureusement, le liquidateur a campé sur ses positions, il n'a pas voulu. Et à la fin, il a résilié nos contrats, il nous a payé un petit préavis. Mais sauf que ici, je tiens à rappeler que la raison qui a poussé la banque, tu l'as demandé tout à l'heure, c'était la mégestion de la banque. Donc la faute revient à l'employeur. Alors, les cas de force majeure que lui, il a voulu solliciter de l'inspection, c'était pour le dispenser des indemnités qu'il allait payer aux travailleurs. Parce que la loi dit, si un contrat à durée indéterminée est rompu, si la faute revient au travailleur, il n'a pas droit à des indemnités de sortie. Mais si la faute revient à l'employeur, celui-ci est obligé de verser plus ou moins un plafond de 36 mois de salaire. Ce qui n'a pas été fait, il a préféré fermer. Voilà, il a fermé et puis bon, nous avons tenté par tous les moyens d'entrer en contact avec les autorités pour que nos droits soient respectés. Ça n'a pas été facile. Ce n'est que récemment que le ministre du Travail a demandé à l'inspection du travail de pouvoir nous mettre autour d'une table. Nous nous sommes mis ensemble pour discuter, mais malheureusement, le liquidateur ne veut rien savoir. Il ne veut pas payer
nos décomptes finaux. On s'est adressé à la Banque centrale du Congo parce qu'ici, il faut savoir que la décision de la dissolution de la banque relève de la Banque centrale du Congo, la désignation du liquidateur également. Et si jamais le liquidateur finit son travail, le rapport sera fait à la Banque centrale. Donc, du moment où l'État congolais était actionnaire de cette banque, l'État congolais est responsable du travail que fait les liquidateurs. Alors, on leur a fait savoir ce matin par un courrier que nous avons adressé à la gouverneure de la Banque centrale pour lui dire que nous ne voulons pas arriver à la justice parce que si on n'arrive pas à trouver une solution au niveau de la conciliation que mène l'inspecteur du travail, nous serons obligés d'aller en justice pour que réparation soit faite. 600 familles flouées. Nous parlons ici de quelle somme d'argent approximativement? Mais je ne peux pas vous dire exactement le montant qui sera alloué à, ces indemnités de sortie, mais il s'avère que pendant que nous étions en service, la banque congolaise était la banque qui payait mieux ses agents. Si je prends le cas le plus récent de la BIAC qui a été liquidée également... la BIAC, juste pour notre public, la BIAC, c'est la Banque internationale d'Afrique au Congo. Et cette banque n'avait pas la taille de la banque congolaise. Et si je prends l'enveloppe qui a été réservée à cette banque-là, c'était 16 millions de dollars. Donc, si vous prenez 600 agents éparpillés à travers le territoire congolais, c'est une somme très colossale que la Banque centrale doit payer aux agents de la banque congolaise. Donc, nous avons comme l'impression que... parce qu'il faut souligner que quand le liquidateur a pris possession de tout ce qui était de la banque, il a vendu les immeubles de la banque. Nous avions de bâtiments que les Belges ont laissés à travers le pays. Ils ont vendu ces bâtiments-là sous prétexte qu'ils vont payer les décomptes finaux des agents. Ils ne l'ont pas fait. Donc, nous pensons qu'il y a qui a été opéré dans cette liquidation. C'est comme ça que ce matin, nous avons été à l'IGF, qui est l'inspection générale de finances, qui mène aujourd'hui un travail de titan pour démasquer tous ceux qui détournent les fonds publics. Et comme l'État congolais était actionnaire dans cette banque-là, nous avons été à l'IGF. Je crois vendredi, nous serons entendus par les inspecteurs pour faire un procès verbal là-dessus et qu'on puisse auditer cette liquidation et voir ce qui s'est passé réellement. Dites-moi, vous qui avez vécu ici à Montréal, il y a de nombreux téléspectateurs montréalais qui vous suivent actuellement. Nous parlons ici d'un cas que on peut prétendre ici, parler ici de vol quelque part. Dites-moi, vous qui avez vécu ici assez longtemps, qui avez suivi l'actualité, qui connaissez quand même assez bien les cultures nord-américaines, comment parvenez-vous à vivre ce genre de situation? Comment comprendre ce genre de situation? Est-ce que vous sentez-vous assez fort pour pouvoir régler ce problème? Non, mais vous savez, Henri, nous sommes dans un contexte très particulier. Très particulier parce que ici, les gens n'ont pas tendance à respecter les lois. Les lois sont là, mais elles sont bafouées. Ce n'est pas le cas de là où tu es. Donc ici, les lois sont bafouées. Et quand on nous a payé ce qu'on nous a payé à la fin de l'année 2012, moi, j'ai pris l'engagement. Je me suis dit, je ne tolère pas l'injustice, je n'accepte pas l'injustice, surtout si elle se fait autour de moi. C'est comme ça que j'avais pris l'engagement de défendre mes collègues et je me bats. Je sais que la liquidation est plus forte que moi, mais je me base tout simplement à la loi et je crois que maintenant tout le monde est au courant de ce qui se passe dans cette liquidation et je crois fermement que les autorités de la République vont appliquer la loi pour que justice soit faite. Parce que si le président de la République est en train de prôner l'état de droit passe par le respect des lois et des règlements qui gèrent la République. Justement, j'allais en venir. Il y a eu un changement quand même. Il y a eu un changement en République démocratique du Congo. Nous avons suivi les dernières élections démocratiques en République démocratique du Congo. Nous avons suivi des crises à l'est même de ce grand pays. Et là, on parle ici d'un changement de gouvernement qui se dit un gouvernement qui met l'accent justement sur le droit. Nous
parlons aussi du droit, les droits des êtres humains. En fait, on parle ici de droits comme tels. Et sentez-vous réellement, justement, dans ce changement gouvernemental, où l'on met l'accent, justement, sur la reconnaissance même du droit, sentez-vous être à la bonne place aujourd'hui, dans ce contexte-là? Mais il faut dire que le pays a connu un passé difficile où les gens ont développé des attitudes qui ne permettent pas une bonne gouvernance. Et malheureusement, ce sont ceux-là qui dirigent le pays qui ont cette attitude-là. Quelle attitude? Quelle attitude? L'attitude de ne pas respecter les prescrits de la loi. Par exemple, quand les gens détournent les deniers publics, prenons seulement le cas de la Banque congolaise. Si au moins les liquidateurs respectaient les prescrits de la loi, on n'en serait pas là en train de discuter ce soir avec vous. Mais si on est là, c'est parce que les lois ne sont pas respectées. Et j'ai vu, récemment, avec le nouveau gouvernement qui est arrivé, on a nommé un très jeune ministre de la Justice. Et il est en train depuis qu'il est là, je vois qu'il prend des décisions dans le sens de remettre un peu cette justice-là sur la place. Parce que les pratiques n'honorent pas la République et ne permettent pas non plus la bonne façon de faire les affaires au Congo. Et c'est un challenge que le gouvernement a aujourd'hui avec Mme Toulouka, et même le président lui-même le dit que si on veut développer le Congo, nous devons faire en sorte que le Congo soit un État de droit. L'État de droit passe par le respect des lois, le respect de la Constitution. Nous osons croire que ce vœu du président de la République sera exaucé par la pratique et que ceux qui sont du côté qui ne respectent pas la loi seront sanctionnés. Nous allons profiter du fait de votre présence justement à Kinshasa. Vous êtes Montréalais, Caroline, Montréalais à Kinshasa. Dites-nous, on va profiter pour vous poser un certain nombre de questions. Dites-moi, comment ça va là-bas? On voit des choses, on observe des choses, on voit une crise militaire à l'est de ces pays. Les chaînes étrangères nous présentent des masses qui se déplacent, une famine qui se crée quelque part. Dites-moi, quel est votre commentaire? C'est ma dernière question, votre analyse, puisque vous êtes là sur place, vous travaillez, vous vivez justement différentes situations. Quel est votre commentaire par rapport au paysage actuel en République démocratique du Congo? C'est très dommage ce qui se passe chez nous. Nous sommes malheureusement victimes de la convoitise de nos voisins qui viennent piller les ressources du Congo, et en le faisant, ils sont en train de massacrer nos frères et sœurs de l'Est. Il y a un déplacement massif des populations qui vivent dans des conditions infrahumaines. C'est dommage, et que dans tout cela, nous voyons une complicité de la communauté internationale qui ne prend pas la situation en main pour sanctionner ceux qui amènent le chaos au Congo. Mais il y a un effort qui est en train de se faire au niveau des forces armées de la République. Il y a une montée en puissance. C'est vrai que c'est une crise qui date de plus ou moins 30 ans. C'est pas évident. Il y a des complicités locales plutôt. Je crois fermement. Tout le monde veut cette paix-là, mais malheureusement, elle n'arrive pas. Nous enregistrons des morts à l'Est. Et cette situation-là est en train de désarticuler même le programme du gouvernement, parce que les prix à l'Est engloutissent énormément de moyens financiers de la part du gouvernement, ce qui, nous lançons un appel à la communauté internationale de pouvoir faire un effort. Si aujourd'hui tout le monde s'affaire autour de l'Ukraine, mais ce qui se passe à l'Ukraine, ce n'est pas comparable à ce qui se passe au Congo. Au Congo, il y a des jeunes enfants, vous avez vu récemment déplacés, ce sont des petits-enfants, de vieilles personnes qui sont décédées. Donc nous demandons qu'il y ait une justice au Congo, qu'on prenne le cas du Congo à cœur de négociations internationales. D'accord. Dernière question. Il y a de nombreux membres de la diaspora congolaise qui vous suivent actuellement. Bien sûr, les Québécois aussi, mais je vais centrer ici, souligner ici la diaspora congolaise, celle de Montréal, du Québec, qui vous regarde actuellement. Dites-nous, quel message vous avez à leur transmettre?
ceux qui souhaitent venir passer du temps, ceux qui souhaitent venir sentir, ceux qui n'ont pas vu leur pays depuis de très nombreuses années et qui rêvent encore quelque part, qu'est-ce que vous leur dites, vous qui êtes sur place? Ce que je veux dire à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ce pays, c'est le nôtre. C'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes que nous avons de l'autre côté là-bas à Montréal. Mais nous avons ce devoir-là, en tant que ressortissants de ce pays, d'amener l'expertise que nous avons acquise de l'autre côté pour aider ce pays à développer. Tout ce qu'on voit à la télévision, c'est vrai, ça nous touche. C'est parce que l'intellectuel congolais s'est un peu déchargé de sa mission. Il faut que l'élite congolaise se prenne en charge elle-même d'abord pour donner une ligne directrice du développement du pays. Donc, j'invite mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui hésitent encore, de se mettre vraiment à l'idée que ce pays nous appartient et c'est un devoir pour nous de pouvoir participer à son édification et à son développement. C'est patriotique et je crois que c'est un devoir. Bien, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup.